Président, ministre, collègues, c'est un moment bien étrange que celui où nous allons discuter de la situation dans le Sahel, où tout est déjà décidé, sans que nous ayons l'échange normal que pouvait attendre un Parlement dans une démocratie, venant de son Premier ministre pour nous dire si, dans la préparation de l'événement inacceptable et insupportable qu'a été la reconnaissance des deux républiques du Donbass par la République russe d'une part, puis son entrée militaire sur le terrain, si dans la phase qui a précédé cet événement, le chef de l'État russe a manipulé notre président de la République en lui faisant croire des choses qui n'étaient pas, mais qu'il se faisait un devoir de nous dire, ou bien si nous n'avons été coupables que de naïveté. En attendant, puisque nous n'aurons pas ce débat, cela nous a été confirmé tout à l'heure à la conférence des présidents ce matin. Voyons le moment où nous sommes. Je me suis exprimé à de nombreuses reprises au nom des Insoumis pour dire qu'une opération militaire, d'abord justifiée par des circonstances qui avaient obligé à une action soudaine. En effet, une colonne s'était mise en place qui comptait se diriger vers la capitale du Mali et les militaires français ont fait ce qu'ils avaient à faire conformément à l'accord de défense que nous avons avec ce pays et à la demande du gouvernement alors en place. Nous sommes intervenus et nous avons détruit la colonne d'invasion. À partir de là, nous nous sommes retrouvés au pied du mur traditionnel de ce type de situation. Soit se laisser emporter, soit formuler un plan politique dont on connaît la lettre A et la lettre Z. C'est-à-dire que l'on dit qu'après être intervenu, on se retirera si telle et telle condition sont réunies. Naturellement, ces conditions, ce n'est pas à nous de les fixer, nous ne sommes pas chez nous. Nous sommes au Mali, chez les Maliens. Et c'était donc en discussion avec eux qu'il fallait établir les conditions dans lesquelles les Français se retireraient. Peut-être qu'on aurait pu en ajouter une, nous, de condition, c'est que des élections normales, démocratiques aient lieu et que nous donnions peut-être notre appui à l'organisation de telles élections. Car si nous sommes capables d'organiser une opération aussi complexe qu'une intervention militaire à des milliers de kilomètres de chez nous, peut-être sommes-nous capables, une fois que nous y sommes, d'aider à organiser des élections qui en soient vraiment et pas la tricherie habituelle qu'on observe dans tout et tant de ces pays. Les militaires français ont dès le départ indiqué qu'il ne pouvait pas y avoir de victoire militaire s'il n'y avait pas d'objectif politique. À cette question, il n'a jamais été apporté de réponse. On a dit depuis que l'objectif militaire et politique était de vaincre le terrorisme. Il est impossible de vaincre le terrorisme car personne n'a jamais vaincu un concept. On vainc des armées, on désigne des adversaires, on dit qui ils sont, on dit qui les finance et comment on compte en venir à bout. Nous ne l'avons jamais fait. Si bien qu'une cohue confuse de djihadistes profitant de la situation, celle de l'effondrement de l'État malien, de trafiquants de cigarettes et de marchands de drogue, tout ça mis ensemble, ont conspiré continuellement et créé un désordre dont la France ne pouvait à aucun moment venir à bout si on n'utilisait pas les grands moyens qui sont ceux de la démocratie et du développement, ce que nous ne pouvions faire et n'avons pas fait. À de nombreuses reprises, j'ai dit au nom de mes amis que si ces conditions politiques n'étaient pas fixées par la force des choses, tels que sont les enseignements de notre histoire et l'examen des circonstances qui évoluent sur tout le continent, cela tournerait mal et finirait par un désastre. Je ne suis pas si grand stratège que j'ai une autorité dans ce domaine, mais je sais lire les livres d'histoire et je connais le récit traditionnel des guerres asymétriques. Car quand les États-Unis d'Amérique, après 20 ans de présence en Afghanistan, y avoir jeté un matériel considérable, dont la plus grosse bombe conventionnelle de l'histoire, partent comme ils sont partis d'Afghanistan, pourquoi voudriez-vous que nous ayons meilleur succès au Mali, compte tenu de l'adversaire que nous affrontions et qui est d'une nature idéologiquement tout à fait identique pour l'essentiel, mais très comparable quant aux méthodes de combat. Mais rendu à ce point,
je veux profiter de ma présence à cette tribune, m'adressant au nom de l'histoire qui lie les mouvements progressistes français avec ceux de toute l'Afrique et en particulier avec ceux du Mali. Au nom de la binationalité qui unit tant de nos familles. Rappeler à tous ceux qui peuvent m'entendre au Mali, et principalement ceux qui se disent mes amis, qu'il faut se souvenir de qui nous sommes et pourquoi nous sommes là et comment nous y avons été. La France n'a pas envahi le Mali. La France est venue au Mali à l'appel des autorités maliennes, sans être démentie à quelque moment que ce soit, par qui que ce soit, à part les djihadistes au moment où elle est intervenue. La France n'a pas occupé le Mali. Elle y a été présente, elle y est restée à la demande des gouvernements et des forces locales. Enfin, la France n'est complice d'aucune manière des deux coups d'État qui, à la vérité, l'ont pris complètement par surprise et on se demande comment c'est possible dans un pays où on a 5000 militaires. En tout cas, la France n'est complice d'aucune manière des deux coups d'État et donc d'aucune manière du report des élections dans 5 ans qui a été décidé par le pouvoir actuel de M. Goïta. La preuve, c'est que nous partons. Alors nous méritons, je veux vous le dire si vous m'écoutez, nous méritons d'être respectés. Le choix de nos armes, c'est vous qui l'avez fait. 54 des nôtres sont morts sur place, d'autres sont revenus blessés, certains définitivement handicapés, d'autres blessés psychiquement autant que physiquement. Nous méritons le respect. Nous ne nous sommes imposés à aucun moment. Et s'il y a polémique entre nous, comme c'est normal à propos de politique, nous ne méritons que le respect. Et je veux le dire de toute la force de la famille politique que j'incarne et sans doute de tous nos bancs dans cette Assemblée. 54 tués, des blessés, des milliers de Maliens pris dans cette affaire. Et à présent, nous restons sans réponse. Nous savons combien ça nous a coûté. 9 ans de guerre, 8 milliards, 3 millions par jour. Qui arme, qui finance les djihadistes? Car si ça nous a coûté 9 milliards, combien ça leur a coûté à eux? Et qui l'a payé? Ce sont des questions que nous n'avons pas. Maintenant, voici qu'on a fait venir une troupe de mercenaires sanglants, qui est cette organisation Wagner. Puisque maintenant, dans toutes les guerres du monde, il devient habituel d'avoir recours à des mercenaires. La guerre, c'est en quelque sorte revenu à des situations qui étaient celles de l'ancien régime, des anciennes périodes. Wagner a fait le sale boulot qu'il a fait en Centrafrique. Et ceux qui se réjouissent d'avoir vu partir les Français doivent maintenant se demander s'ils sont heureux d'y voir Wagner à la place. Et je dis à mes amis maliens que Wagner au Mali, c'est quelque chose qui va coûter très cher aux Maliens. Dans leur vie, dans leurs habitudes, dans leur organisation. Personne n'a rien à gagner à voir de telles bandes de voyous arriver sur un continent et s'interposer entre la volonté démocratique des peuples et sa mise en œuvre. Pardon, collègues, si je parle fort, mais quelle douleur pensant au Mali, lorsqu'après le discours du président Mitterrand à La Baule, on avait vu d'abord le général Amadou Touré mettre un terme à la dictature du parti unique qui avait cours alors, et qu'on avait vu arriver d'abord un civil, et puis ensuite, après une élection libre, quelqu'un que nous estimions au plus haut point, M. Alpha Oumar Konaré, être élu puis réélu dans des conditions démocratiques. Quelle douleur de voir qu'après 1991, 1992, nous voilà ramenés aux militaires putschistes, aux bandits, aux voyous, à ceux qui méprisent le peuple et qui en plus pensent nous insulter, et que d'une façon ou d'une autre, nous puissions nous sentir coupables. Nous ne le sommes pas. Et il n'y aura pas sur ces bancs qui que ce soit pour donner raison aux insultes qui sont faites contre notre patrie. Nous sommes prêts à changer nos méthodes dans la relation normale qui est celle des Français lorsqu'ils discutent entre eux et qu'ils ne sont pas d'accord. Nous ne sommes pas d'accord avec le gouvernement, nous ne sommes pas d'accord avec le président de la République, mais pour autant, nous n'acceptons pas qu'on expulse notre ambassadeur, ni qu'on nous demande de partir dans de telles conditions, sans nous donner d'abord les garanties que nous pourrons le faire dans les meilleures conditions de sécurité. Car dorénavant,
les nôtres seront aux avant-postes pour démonter ce qui a été monté, avec l'accord du gouvernement malien. Et je demande que le peuple malien prenne sous sa protection les soldats, femmes et hommes français qui devront remballer et partir, et qu'ils ne soient pas traités comme des ennemis, car la France n'est pas ennemie du peuple malien, et il n'y a aucun Français sur quelque banc que ce soit qui ait envie d'avoir une animosité à l'égard du peuple malien. Tout cela doit être dit avec force au moment même où c'est si douloureux d'en parler, compte tenu du fait que nous savons qu'il s'agit d'un échec. J'aurais bien d'autres choses à dire, j'ai épuisé mon temps. J'espère avoir été utile à notre pays et à l'amitié qui nous unit aux Maliens en ayant tenu les propos que j'ai tenus. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Jean-Paul Lecoq pour la Gauche démocrate et républicaine et pour 10 minutes.